en réalité, lorsqu'on applique la théorie des infrastructures essentielles, c'est appliqué sur des infrastructures physiques, souvent dans des actifs de réseau. Et donc, d'une certaine façon, le verrouillage de l'accès au marché est définitif. Frédéric Marty, chargé de recherche CNRS, au sein du groupe de recherche en droit, économie et gestion de l'Université Côte d'Azur. La Commission européenne a initié depuis un an une refonte de sa communication de février 2009 sur les abus d'éviction commis par les entreprises dominantes. Et cette réforme qui a été marquée par un premier document en mars plutôt 2023 pour une approche tractable et dynamique de l'abus, de la sanction de l'abus de position dominante, a fait l'objet cet été, en août, d'un premier draft concernant la révision de ces orientations de 2009. Ceci est d'autant plus important que ces orientations de 2009 avaient marqué une rupture dans la politique de concurrence européenne. Elles avaient marqué, ces orientations, une convergence vers ce qu'on appelait l'approche par les effets, ou approche plus économique. En d'autres termes, on était passé d'une approche essentiellement formaliste, basée sur des qualifications de pratiques juridiques données, à une approche qui permettait de mettre en balance les effets pro- et anticoncurrentiels d'une pratique donnée et qui nécessitait d'une certaine façon de mettre en évidence qu'une éviction était anticoncurrentielle si et seulement si elle conduisait à conduire à la sortie du marché un concurrent qui serait moins efficace que l'opérateur dominant. Faisant ceci, on ne protégeait pas les concurrents pour eux-mêmes, on protégeait les consommateurs. Le consommateur étant réputé ayant intérêt d'avoir des concurrents aussi efficaces que l'opérateur dominant. Cependant, cette approche qui a été très longue à être acclimatée en droit européen, ça a été notamment l'arrêt de septembre 2017 de la Cour de justice, l'arrêt Intel, qui a obligé pour certaines pratiques, en l'occurrence les rabais de fidélité, d'opérer ce test du concurrent aussi efficace. Cette convergence vers cette approche n'a pas été de très longue durée. Pourquoi ? Parce que dès l'approche de 2019-2020, on a eu une petite inflexion qui a été en grande partie liée au monde du numérique. En effet, on s'est posé des questions de deux ordres. Premier élément, est-ce qu'en concurrence, seuls les concurrents aussi efficaces doivent être protégés ? Ça peut paraître paradoxal. On n'a pas à protéger un concurrent qui est moins efficace. Mais dans des industries de réseau, dans des industries à rendement croissant, dans des industries dans lesquelles on a, beaucoup de spécificités comme le numérique, eh bien, il se peut qu'un petit concurrent puisse ne pas être aussi efficace que le concurrent installé. Et pourtant, ce petit concurrent peut proposer des technologies alternatives, peut servir une niche du marché, ainsi de suite. Il participe à la contestabilité des marchés. Donc, premier point, cette prise en compte du monde numérique conduit d'une certaine façon à relâcher cette hypothèse. Deuxième point, l'approche par les effets en elle-même a également des défauts, aux côtés de ses indiscutables qualités. Quels sont ces défauts ? Des procédures longues, coûteuses, qui créent des biais, des asymétries entre les parties, et qui posent notamment le problème du standard de la preuve et de la charge de la preuve. Vu que le standard de la preuve est élevé, fatalement, si la charge porte sur le plaignant, sur une autorité de concurrence quelconque, eh bien d'une certaine façon, caractériser une pratique concurrentielle comme anti-concurrentielle peut être difficile. Et donc la crainte qu'il y avait était une crainte d'une sous-application des règles de concurrence. C'est-à-dire d'une certaine façon, on évitait les risques de faux positifs, sanctionner une entreprise alors que ces pratiques participaient de la promotion du bien-être du consommateur, de l'intérêt du consommateur, mais en même temps, on risquait d'avoir de plus fortes probabilités de faux négatifs. C'est-à-dire des pratiques anticoncurrentielles
mais qui ne pouvaient pas être qualifiées comme telles. Donc, dès 2019, un rapport fut remis à la Commission, c'était le rapport Kremer de Montjoie et Schweizer, qui proposait d'inverser, dans certains cas, la charge de la preuve. L'idée ne fit pas directement son chemin. La Commission préféra en 2020 s'orienter vers des règles ex ante, on les connaît tous avec le règlement sur les marchés numériques, le DMA, le Digital Markets Act, le DSA, ainsi de suite. Et donc la Commission s'est orientée vers une complémentarité entre intervention ex ante, sur la base de règles, faire ou ne pas faire, donc des règles qui vont porter, qui vont encadrer le comportement des contrôleurs d'accès, et ensuite, progressivement, et c'est le mouvement dont on parle aujourd'hui, qui est un mouvement de modernisation de ces règles antitrust, c'est-à-dire de révision de ces guidelines de 2009. Alors, cette révision, elle s'inscrit dans un contexte historique assez particulier. J'ai parlé des initiatives européennes avec le DMA de 2022. On pourrait aussi parler de la situation américaine, où sur la période 2020-2024, on a connu une mise en œuvre des règles antitrust beaucoup plus résolue que par le passé. On a même connu aux États-Unis des propositions, j'allais dire, de mise en place de cadres réglementaires qui peu ou prou ressemblent au cadre européen. Et donc là, on est, j'allais dire, dans ce mouvement-là, à un point d'inflexion. Et tout l'enjeu pour ces nouvelles lignes directrices, c'est tout simplement savoir si on aménage à la marge l'approche par les effets ou si au contraire on revient vers quelque chose de beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire ante 2009. Alors, pourquoi la question est importante? C'est que tout simplement, entre-temps, la position de la Cour de justice a beaucoup évolué. J'ai parlé tout à l'heure de l'arrêt Intel de 2017, qui avait renvoyé une affaire au tribunal pour évaluer l'effet concret d'une mesure de rabais, afin de le qualifier comme anticoncurrentiel, mais aux côtés de l'affaire Intel, la pratique décisionnelle, enfin la jurisprudence de la Cour de justice a un peu évolué. Notamment, la Cour de justice a eu plusieurs occasions de rappeler que le but ultime de la politique de concurrence était la défense du bien-être du consommateur. Et c'était notamment le cas de l'arrêt Servizio Elettrico Nazionale de 2022. Et donc, c'est assez amusant parce qu'on retrouve d'une certaine façon une politique qui a été impulsée par la Commission en 2009, qui n'a été acceptée par la Cour de justice qu'en 2017, et aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que la Commission ne revient pas sur ses positions initiales, alors que la Cour de justice, elle, a évolué. Alors pour voir si la Commission revient sur ses positions initiales, on a peut-être deux tests, deux dimensions qui sont centrales. La première, c'est, en cohérence avec le rapport Kremer de 2019, la question des présomptions. En effet, la Commission propose de distinguer trois types de pratiques et d'appliquer trois types de présomptions différentes. La Commission, tout d'abord, met de côté des pratiques qui sont des restrictions non déguisées. Ces restrictions non déguisées, qu'est-ce donc? Ce sont des pratiques qui, a priori, n'ont pas de justification concurrentielle possible. Là, le mieux, c'est de raisonner à partir des cas. On a deux cas qui peuvent être intéressants à considérer, le cas Intel et le cas des chemins de fer lituaniens. En deux mots, dans le cas Intel, le cœur de l'affaire dans Intel était lié aux remises de fidélité. Et ce que nous a dit la Cour de justice, confirmé par le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée, c'est que ces remises de fidélité ne peuvent pas être interdites per se pour un opérateur dominant. On doit faire cette balance, dont acte. Mais par contre, dans l'affaire Intel, il y avait d'autres pratiques, des paiements directs à certains équipementiers, pour éviter qu'ils mettent sur le marché des PC équipés de processeurs AMD. On avait aussi ce même type de paiement direct au profit du distributeur. Ça, la Commission retient
ces pratiques comme non justifiables sur la base de gains d'efficience. Donc ça, on resterait dans cette partie restriction non déguisée. Autre cas pour ces restrictions non déguisées, une affaire qui est celle des chemins de fer lituaniens, où un opérateur historique avait démantelé une partie d'une infrastructure essentielle pour faire obstacle, au sens purement physique du terme, à l'entrée d'un concurrent sur le marché. Là, à nouveau, pas de balance des effets à faire, a priori, pas de justification objective. Deuxième type de pratique, un peu plus compliqué, donc là c'est vraiment la nouveauté, c'est le cas où il y aurait une présomption de caractère anticoncurrentiel. Certaines pratiques seraient présumées anticoncurrentielles, c'est-à-dire la commission n'aurait qu'à caractériser les faits et l'entreprise, d'une certaine façon, se verrait rejeter la charge de la preuve. Elle devrait montrer que ces pratiques n'ont pas eu un effet net anticoncurrentiel. Et là, c'est une inflexion majeure. La question qui se pose, et ce n'est pas si clair que ça quand on regarde le texte de la commission, c'est quelles sont les pratiques qui seront comprises dans cet ensemble. Dernier cas, et là c'est le cas normal, le cas, j'allais dire, 2009, et bien d'une certaine façon, c'est à la commission de démontrer que ces pratiques ont effectivement un effet anticoncurrentiel. Et là, on reste dans le cadre normal. Donc, pour résumer sur cette première dimension de la communication de 2024, les deux nouveautés, c'est les restrictions déguisées, mais qui ne posent pas de problème majeur. Et ensuite, c'est vraiment cette question de standard et de charge de la preuve, où là, la question, c'est savoir quelles sont les pratiques qui basculeront d'un côté ou de l'autre. Deuxième dimension qui est assez importante dans la communication de 2024, c'est la place des tests économiques. Et pour être franc, plus que de tests économiques, je parlerai de tests de coût. Et parmi ces tests figure un test qui avait été introduit par la communication de 2009, le test du concurrent aussi efficace. Eh bien, ce test du concurrent aussi efficace, s'est longtemps posé la question de savoir quel était son périmètre d'utilisation. Est-ce qu'il devait être utilisé systématiquement quand on avait des abus d'éviction, ou est-ce qu'il devait être utilisé à rien que pour les pratiques d'éviction fondées sur les prix? Eh bien, d'une certaine façon, la commission semble faire sienne une optique de restriction du champ de ce test au profit de certaines pratiques basées sur les prix. Et ça, c'est assez important, je pense, dans la mesure où ça évite à la commission d'avoir à, faire des évaluations de coûts beaucoup trop fines, beaucoup trop complexes, et qui en réalité créent, j'allais dire, une certaine insécurité juridique. En d'autres termes, quand vos évaluations peuvent être facilement remises en doute, lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes, eh bien d'une certaine façon, on risque de tomber dans les risques très très classiques du faux positif ou du faux négatif. Donc ça peut aller dans le sens d'une simplification qui est bienvenue parce qu'elle va permettre d'une certaine façon de renforcer l'effectivité du droit de la concurrence, mais encore une fois, quand on renforce cette effectivité, on a en parallèle une question essentielle qui est celle des droits de la défense. C'est-à-dire d'une certaine façon, toutes les entreprises peuvent légitimement se défendre par rapport à une incrimination concurrentielle. Et donc vous voyez que d'une certaine façon, cette modernisation du droit de la concurrence qui est annoncée, proposée par cette communication de 2024 est intéressante parce qu'elle permet d'une certaine façon de préserver le droit de la concurrence par rapport à une tendance à tout rejeter vers l'ex-ante, vers la réglementation, mais d'une certaine façon se pose la question du compromis, qui est celui du test du concurrent aussi efficace, qui est celui du standard et de la charge de la preuve, où on doit viser quand même un équilibre entre préservation des droits de la défense et effectivité de l'application des règles de concurrence. Donc, en matière de points critiques dans la communication de 2024, et donc ce rattachement des pratiques anticoncurrentielles à
tel ou tel type de charge de la preuve, d'une certaine façon, on pourrait peut-être illustrer par 2 types de pratiques. Le premier type de pratique, ce sont des pratiques basées sur les prix. Alors, nous avons abordé avec Intel les questions des remises de fidélité pouvant aller jusqu'à l'exclusivité. Mais ce ne sont pas les seules pratiques basées sur les prix. On a d'autres pratiques qui sont très claires. La prédation, évidemment, pourrait rentrer dans une pratique, dans une catégorie dans laquelle la charge de la preuve pourrait peser sur l'entreprise. Mais par contre, ça peut être beaucoup plus complexe sur d'autres pratiques. Prenons des pratiques de compression des marges, en anglais margin squeeze. Eh bien, ces pratiques-là, il n'est pas du tout acquis qu'elles puissent être traitées dans un cadre dans lequel on va faire peser la charge de la preuve sur l'entreprise, ou dans un cas dans lequel la charge de la preuve pèserait toujours sur la commission. Mais on pourrait généraliser le raisonnement même à des pratiques hors prix. Et ces pratiques hors prix peuvent être intéressantes, notamment dans le secteur numérique. Dans le secteur numérique, nous avons des problèmes qui sont liés à des ventes liées, à des ventes groupées, et qui peuvent légitimement générer des gains d'efficience pour le consommateur, pour l'efficacité du marché. Mais dans le même temps, ces pratiques ont un revers. Elles peuvent verrouiller le consommateur dans un écosystème, elles peuvent contribuer à étendre la position dominante d'un pivot d'un écosystème vers d'autres marchés, et donc la balance des effets est tout sauf évidente à faire. Et donc, selon l'acteur qui devrait faire cette balance en premier lieu, bien évidemment, on a une asymétrie. Troisième point peut-être, qui peut être déterminant dans ces orientations, c'est le traitement des questions d'auto-favoritisme, le self-preferencing. Ces questions d'auto-favoritisme sont particulièrement problématiques. Elles ont fait l'objet de sanctions par la Commission européenne, mais la question dans l'autofavoritisme, c'est qu'il peut paraître, dans une certaine mesure, légitime et efficient pour une entreprise de favoriser ses propres produits. Sauf que si je suis un opérateur dominant, si je suis un verrou d'accès au marché, favoriser mes propres produits va créer un effet de discrimination. On l'a vu notamment dans l'affaire Google Shopping. Et donc, se pose la question de savoir si un écosystème numérique, si une place de marché en ligne est ce qu'on pourrait qualifier une facilité essentielle, une infrastructure indispensable pour accéder au marché. Si oui, il faudrait avoir un accès libre et non faussé. Mais pour autant, la notion de facilité essentielle en droit de la concurrence de l'Union européenne est quand même assez strictement bornée. Si l'on prend l'arrêt Oscar Bronner de la Cour de justice en 1996, j'ai un petit doute, si on prend l'arrêt de la Cour de justice Oscar Bronner, il est considéré que l'infrastructure doit être indispensable pour accéder au marché, le refus ne doit pas être justifié, le refus a pour objet de supprimer toute concurrence. Et là se pose toujours la question de l'indispensabilité. C'est-à-dire, lorsque je veux vendre mes produits en ligne, dois-je obligatoirement accéder à une place de marché donnée? Si cette place de marché a une position dominante écrasante, peut-être. Mais par contre, si cette place de marché est en concurrence, là, d'une certaine façon, l'équation est bien moins simple à résoudre. Donc vous voyez, je pense que ces pratiques de prix, ces problèmes de vente liée et de vente groupée, et enfin ces problèmes d'auto-favoritisme, sont autant de directions qui peuvent être critiques dans les orientations que prendront ces orientations européennes.
En réalité, lorsqu'on applique la théorie des infrastructures essentielles, c'est appliqué sur des infrastructures physiques, souvent dans des actifs de réseau. Et donc, d'une certaine façon, le verrouillage de l'accès au marché est définitif. Prenons l'exemple des chemins de fer lituaniens où on a démantelé une partie de l'infrastructure pour obliger le concurrent qui allait se ravitailler dans une raffinerie en Estonie à faire un grand tour par Vilnius avant de, d'alimenter son client. Effectivement, là, c'est évident. Souvent, d'ailleurs, ces infrastructures ont été développées dans le cadre de monopoles légaux, d'exclusivité. Et donc là, quand on prononce un accès, on ne va pas trop affecter les incitations à développer une infrastructure. On peut toujours affecter les incitations à maintenir, à entretenir l'infrastructure. Ça peut jouer. Mais vous voyez, la balance des incitations est relativement claire. Par contre, là, vous êtes dans le cas d'entreprises qui ont peut-être développé un service, une infrastructure sur la base de leur seul mérite, avec une prise de risque essentielle, ainsi de suite, et se posent la question de dire, mais pourquoi est-ce réellement essentiel, même si cette entreprise avait 100% du marché? On pourrait dire, un nouvel entrant peut à son tour investir, disrupter, proposer une évolution, une innovation qui permettent d'une certaine façon de capter les clientèles. C'est-à-dire en gros, est-ce que le marché peut être auto-correcteur? Si les rendements sont décroissants, oui. Mais si vous êtes dans un secteur sur lequel les rendements sont croissants, où il y a des effets de réseau, où il y a des effets de verrouillage des consommateurs, des partenaires, ainsi de suite, vous êtes dans une logique dans laquelle le premier arrivé peut faire basculer le marché à son profit et peut définitivement, potentiellement, on s'entend, verrouiller le marché. Et donc, le seul moyen de déverrouiller ces positions dominantes, c'est ex post par l'antitrust et éventuellement ex ante par des régulations comme le règlement sur les marchés numériques, dont l'objectif, on ne parle pas d'efficacité dans le règlement sur les marchés numériques, on parle de contestabilité des positions de marché et d'équité de la concurrence. Contestabilité, c'est l'idée qu'on peut avoir une concurrence inter-écosystème, et on va favoriser d'une certaine façon cette capacité à rentrer sur un marché. Et quelle est la logique de l'équité? Fairness en anglais, on pourrait traduire par équité ou loyauté. La logique qui est derrière, c'est de préserver à l'intérieur de l'écosystème les conditions, j'allais dire, d'une concurrence à égalité des armes, c'est-à-dire éviter ces phénomènes de discrimination. Mais là, à nouveau, c'est plus vraiment de l'antitrust. Il y a un côté de régulation, il y a un côté équilibre des négociations contractuelles entre entreprises, ainsi de suite. Ce n'est pas un droit qui va protéger le processus de marché, c'est peut-être plus un droit qui va équilibrer les relations entre entreprises et clients ou entreprises de plateforme et entreprises utilisatrices de services de plateforme.